On retrouve à nouveau Pierre pour un 6e épisode déjà de la série Fabrique de la panique et braquage des comptes publics. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir une 6e fois d'affilée. Mais merci à toi qui travaille d'arrache-pied pour nous fournir ce contenu. Et puis après, je crois qu'on peut le dire, hein, c'est dans le cadre de... Dis-le alors, hein, si on peut le dire. Oui, toutes les présentations qu'on fait, c'est dans le cadre d'un livre que j'écris en parallèle. Donc le livre, a priori, va faire 9 chapitres. J'ai encore passé tout le week-end, quasiment toutes les heures de tout ce week-end, je n'ai fait que ça. Il est écrit en grande partie pour l'instant. Et donc là, on est à l'épisode 6 qui correspond au chapitre 6 et j'en prévois 9. Mort sous protection sanitaire. Tu vas nous en parler, mais on va faire comme d'habitude, on va revenir un peu sur ce qui a été dit. Thomas, notre stagiaire français qui a relevé tout, on le remercie, qui a relevé un peu des questionnements, des précisions qui sont sur l'épisode d'avant, mais aussi des questions plus larges. Alors d'abord, il a tenu à souligner que la vidéo a été largement saluée par une majorité de personnes, donc la plupart des gens te remercient, malgré, comme on a dit, hein, c'était pas l'épisode le plus facile, et on en parlait maintenant, là, juste avant, il était beaucoup regardé. Donc ça veut dire que ça intéresse les gens. On dit souvent que les gens ont besoin de contenu facile, mais il semblerait que non, en fait, hein, qu'on peut leur expliquer des choses aussi compliquées. Alors, il y a quelqu'un qui demande, on a beaucoup parlé du rôle des médecins, mais quid de la place des autres universitaires pendant la crise? Comment expliquer le silence des sciences humaines et sociales critiques, sociologie, sciences politiques, philosophie, étant donné que ces gens n'ont, a priori, pas de compromis avec le Big Pharma et subissent aussi les politiques de précarisation et de surveillance de l'État. J'aimerais dire des choses, mais je te laisse répondre à cette question, puisque tu es aussi dans le monde universitaire, ou en tout cas voilà, dans le monde intellectuel et de la recherche. Pourquoi d'autres qui n'ont pas de conflit ou pas de conflit supposé se taisent et obéissent? Alors, je suis pas directement dans le monde de la recherche, mais j'en côtoie en fait depuis le début de cette histoire. J'en côtoyais pas avant d'ailleurs. Mais après, c'est pas tout à fait vrai qu'il y a du silence, hein. Il y a des gens qui parlent. Par exemple, je connais pas trop mal maintenant, on s'apprécie avec Laurent Mukieli, dont toute sa carrière, lui, il a travaillé notamment sur les principes de corruption et puis sur la délinquance. Et la délinquance sur deux aspects. La délinquance, c'est à la fois le dealer de shit du coin de la rue, finalement, qui respecte pas la loi, mais la délinquance, c'est aussi le financier qui planque son pognon ailleurs et qui respecte pas les lois. Et c'est la même délinquance. Il y en a pas un qui serait moins grave que l'autre, plus grave. Ce sont des gens qui respectent pas la loi. Et donc, il a l'habitude de mettre sur un pied d'égalité les deux aspects. Et de pas dire que, disons, beaucoup de ses travaux montrent qu'on s'occupe surtout d'un et pas de l'autre. Ouais. Voilà, alors que il y a la délinquance en col blanc qui passe au travers des mailles. Et donc lui, il a beaucoup travaillé sur aussi la pauvreté, la sociologie, la surveillance, et donc il s'exprime beaucoup sur ce qu'on est en train de vivre depuis le début en disant que ça a des gros impacts. Il y a d'autres derrière, il y a aussi d'autres personnes qui ont écrit des choses. Du coup, c'est pas tout à fait vrai que le monde universitaire s'exprime pas, mais ceux qui osent s'exprimer, en revanche, sont rapidement ostracisés, ils sont détruits médiatiquement de façon à les faire taire. Donc c'est plutôt cette pression-là qui existe, et ça met une forte pression sur tout le monde à dire à tout le monde, taisez-vous, sinon on vous détruit, quoi. Laurent, il avait eu des tribunes très régulières chez Libé, dans le journal Libération, journal français, et puis depuis, maintenant, c'est qu'un complotiste où personne veut parler avec lui du côté des médias. Il était censuré par Mediapart aussi, hein? Oui, il a été aussi censuré par Mediapart. Mais voilà, c'est une ostracisation qui est totale pour toutes les personnes qui oseraient ouvrir la bouche. Donc bon, dans ce contexte-là, c'est quand même pas facile de s'exprimer, hein. Et puis, je vais parler de mon expérience personnelle. On a essayé de publier un papier avec Laurent Mukieli, Laurent Toubianet, un papier scientifique qui étudie la mortalité toute cause en prenant, comme je vous ai montré, le taux de mortalité standardisé pour montrer qu'en 2020, que là, n'a pas passé grand-chose. Mais juste très factuel, avec un papier, en montrant tous les calculs, les données, tout ça, le classique, quoi. Il n'y a même pas de modèle compliqué à l'intérieur. On a essayé de le diffuser, on s'est fait censurer par les hébergeurs. Donc notre papier n'a jamais pu être relu par une revue scientifique de façon à être jugé par nos pairs, puisque les hébergeurs ont organisé une censure. Et c'est pas le seul papier censuré que j'ai vu comme ça. Il y en a un aussi écrit par Steve Oana et Alexandra Orion-Code qui m'avaient contacté l'été dernier sur la mortalité en Israël. Et c'est pareil, je l'ai vu en direct. Dès que Steve Oana a proposé son papier à son hébergeur habituel,
Dans l'objectif de se faire relire, l'hébergeur a dit non, je prends pas ton papier, j'en veux pas. Donc, de toute manière que ce soit, il y a la censure visible médiatique, mais aussi des censures invisibles, où les chercheurs qui écrivent des papiers habituellement et qui sont diffusés, ben voilà, sont passés sous silence et ils ne sont pas diffusés. Et comme les chercheurs gagnent des subventions pour leur labo en fonction des papiers qui sortent, ils savent que ces papiers ne sortiront pas. Donc, ça incite pas tellement à travailler dessus. À la fois, tu sors pas, et si jamais tu l'ouvres trop fort, tu vas te faire démolir par la presse et tu vas te faire sucrer tes fonds pour ton labo, etc. C'est plutôt ça qui se passe à mon sens. Ouais, c'est nouveau le résultat d'un système qui fonctionne assez bien, avec des gens qui veulent parfois parler, mais une censure qui fait qu'en fin de compte, les gens ont peur et s'auto-censurent aussi. Oui, c'est ça, ils s'auto-censurent. Une autre question qui revient un peu par rapport au propos d'avant, que dire et que faire face aux témoignages décrivant par exemple le cas d'un cardiologue qui travaille en Italie à Bergame et qui dit avoir vu de ses propres yeux une hécatombe lors de la première vague. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens? Ils ont certainement vu des morts. Après, parler d'une hécatombe, ça me paraît un peu compliqué au vu des chiffres qu'on a eus. On va venir aujourd'hui très précisément sur des périodes sur lesquelles il y a eu plus de morts que d'habitude, on va y venir, et on va voir que ce sont des périodes où on a agi différemment. Et à partir de là, quand vous dites ok, il y a un nouveau virus, c'est une pandémie, mais j'agis différemment, si au bout du bout, vous avez plus de morts, il faut quand même vous poser la question si le fait que vous avez agi différemment, ça n'a pas une influence sur le fait qu'il y ait plus de morts. On ne peut pas distinguer le fait qu'il y aurait quelque chose de nouveau et que la nouvelle mesure qu'on a prise. Les deux jouent. Et globalement, s'il y a plus de morts, c'est que ce n'est pas une réussite. Donc l'exercice qui est fait médiatique, c'est de dire que les mesures sont forcément bonnes. Voilà. Donc s'il n'y avait pas eu, il y aurait encore plus de morts, mais il n'y a personne qui l'a prouvé, ça. Enfin, c'est vraiment c'est un dogme, encore une fois. En plus, avec les vidéos qu'on a vues, où je vous montre que je vois pas de traces de propagation exponentielle nulle part, ou même de preuves qu'on aurait affaire à un pathogène, et puis les tests, on a vu qu'ils n'étaient pas fiables. Comme toutes les mesures sont basées sur ces hypothèses et que ces hypothèses ne sont pas vérifiées, on a quand même un sacré problème pour pouvoir affirmer qu'elles fonctionneraient, donc c'est-à-dire qu'elles ont un impact positif. Et aujourd'hui, on va revenir sur les hausses de mortalité qu'il y a eu pendant la mise en place des mesures, et on va se servir de documents officiels qui comptent des morts et qui comptent des problèmes pendant l'application de ces dernières. Donc voilà, si il n'y a pas eu d'hécatombe, c'est pas vrai. Vu ce qu'on a dans les chiffres, on peut pas affirmer ça. Hein. Autrement, c'est qu'une hécatombe tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a 2000 personnes qui meurent en France. Du coup, c'est une hécatombe quotidienne. Voilà. Mais en revanche, on voit bien des hausses de mortalité qui sont suspectes à certains moments. Et puis on va les détailler et on va voir exactement ce qui a été fait et ce qu'elles peuvent engendrer. Ça montre aussi l'importance que des gens donnent un témoignage comme ça individuel, médiatiquement, qui est médiatique, à quel point ils disent voilà, une personne l'a dit, donc ça veut dire que c'est vrai et que peut-être que la personne y croit, mais ça peut être tout à fait erroné. Il y a encore quelques petites questions, si tu as encore un peu de temps avant de commencer. Quelqu'un qui dit on a compris que la politique vaccinale naît d'un postulat erroné autour de la dangerosité du virus que le pouvoir a voulu coûte que coûte légitimer, et ce même au détriment de la vérité scientifique. Et alors il va sur la question, est-ce qu'on peut généraliser ce dogme scientifique à d'autres domaines, notamment le domaine du réchauffement climatique? Alors j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais on voit beaucoup de gens qui commencent à dire que la question du climat est aussi instrumentalisée à des fins économiques et que, sans remettre en question l'anthropocène, le fait que l'homme détruit la planète et notamment la biodiversité, dont on parle beaucoup moins, est-ce que ce dogme scientifique et ces mensonges qui sont utilisés, on peut les généraliser, ou en tout cas voir qu'ils sont présents dans d'autres domaines, et pourquoi ne le serait-il pas, en fin de compte? C'est ta conclusion qui est la bonne. Pourquoi ne le serait-il pas? Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est vérifier. Enfin, s'il y a bien quelque chose dont il faut se rendre compte avec cette crise, c'est qu'on ne peut pas faire confiance, et c'est pas même pas on peut pas, il ne faut pas faire confiance à des gens qui ont des intérêts financiers à nous faire croire quelque chose. Point. Donc voilà, le bon esprit de bon usage, c'est quand même d'essayer de vérifier ces informations. Et que quand on a soi-disant des instances ultranationales qui nous annoncent qu'il y aurait des problèmes de n'importe quelle sorte, on peut voir qu'elles sont assez facilement instrumentalisées
par du fric, et donc elles vont aller dans le discours qui les arrange. Sur la question du climat, alors déjà, faut savoir ce qu'on met derrière climat. On parle de quoi? On parle de température, on parle de précipitation, on parle de vent, de tempête, de catastrophe, j'en sais rien. Il y a tout un tas d'indicateurs dont on pourrait discuter. La plupart du temps, les gens n'entendent que la température, et dans ces cas-là, il faut se poser la question de aller voir un petit peu plus loin dans l'histoire même de la Terre. On a quand même des idées des températures qu'il a fait sur la surface terrestre depuis très longtemps. Ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de la distance de la Terre au Soleil, ça dépend de l'inclinaison terrestre. Il se passe beaucoup de choses et tout ça, c'est très variable. Bon. Et donc, il y a des phénomènes de très longue période, des phénomènes de période plus courte. Et en revanche, oui, ce qui est moins certain, c'est que ce serait l'être humain qui aurait, de par son comportement, une influence qui est significative sur la question uniquement température. Sur ce qui est de son environnement, globalement, c'est assez certain que voilà, foutre des usines partout qui tout simplement qui récupèrent des métaux lourds et des produits dégueulasses et qui les balancent dans la flotte, ou bien qui les crament et qui nous en foutent partout dans l'air, ça c'est pas terrible. Mais enfin, ça c'est le vrai problème. Cramer des trucs à tir larigot en permanence, c'est un problème pour l'air qu'on respire, pour l'eau qu'on boit, pour la nourriture qu'on avale, qu'on fout des produits phytosanitaires partout. Et à mon sens, on a un vrai problème qui est là. Le fait qu'on fasse, en effet, qu'on pointe du doigt uniquement le sujet température en disant que ce serait le problème unique et qu'on allait régler celui-là en oubliant tout ce qu'on fait à côté, ça c'est une arnaque. Ça, c'est très clair. Le vrai problème quotidien, il est d'un niveau, un niveau de pollution locale que tout le monde ingère à tous les niveaux, quoi. Je pense à Christian Vélo. On avait fait une petite interview de lui au colloque sur l'épigénétique et qui parlait du scandale et des effets dramatiques des perturbateurs endocriniens, dont on parle évidemment beaucoup moins parce que ça rapporte, c'est de nouveau business pour l'industrie. Donc, mais merci pour ta réponse. Alors, deux dernières petites choses avant de commencer. Je vais toutes les deux les citer. Que réponds-tu quand on t'accuse de construire ta démonstration autour de biais cognitifs? Et deuxième chose, est-il prévu que tu reviennes sur les critiques des décodeurs du monde, et notamment sur l'article, je suppose que tu l'as peut-être déjà fait, je veux dire, les mauvais calculs d'une vidéo qui prétend que le Covid-19 serait moins mortel que la grippe en 2017. Voilà, ces deux questions on peut lier. Oui, bah alors, moi, ce que j'essaye de vous présenter depuis le début dans la vidéo numéro 1, c'est qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on veut comparer les choses. Moi, je suis parti de là, hein, tout simplement. Donc, ce que je montre, c'est la manière dont on compare les décès habituellement, ou qu'on affirme, ou qu'on regarde qu'est-ce que seraient les gens qui sont à l'hôpital, ou bien le nombre de malades qu'on compte habituellement, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune raison de déclencher une psychose. Donc, ce que je montre, c'est que les comptages habituels qui permettent de comparer des choses comparables ne montrent pas qu'on puisse déclencher la crise mondiale dans laquelle on se trouve depuis 2 ans. C'est ça ce que je montre. Mais ça, du coup, c'est factuel. Et ce qui est factuel, c'est que des nouveaux types de comptages très arrangeants ont été mis en place en oubliant tous ceux du passé, et que ces nouveaux comptages comportent plein de biais, de comptage. Donc, le biais cognitif, ce serait de les croire juste, voilà, sans les remettre en question. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, je pars du factuel, de l'habituel, du sans biais qu'on essaye de construire. Et c'est très dur de construire du sans biais d'habitude, et puis de tout ce qu'on a rajouté. Ensuite, sur ton deuxième point, sur les décodeurs du monde, j'ai fait un article et une vidéo qui répond point par point. Globalement, à chaque fois que j'ai eu un décodeur, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, qui viennent attaquer une de mes vidéos, j'ai répondu point par point en disant ce qu'elle n'est pas. Et ils ont toujours la même technique, hein. Donc ils écrivent faux dessus, ça c'est le titre, toujours ces mêmes trucs, hein. Ils prennent ma vignette, ils mettent faux, et puis du coup ça suffit. Voilà, après les arguments, limite on s'en fout. Une fois qu'il y a écrit faux, les gens font c'est bon, c'est qu'un complotiste, c'est faux. Mais non, après si vous lisez le reste de l'article et que vous lisez ce que je dis, c'est pas tout à fait pareil. Ils font des attaques ad hominem, donc c'est-à-dire qu'ils disent que je suis personne, que j'y connais rien et que j'ai pas le droit de m'exprimer. Ou bien, ça c'était au début. Puis après, une fois que j'étais un peu plus connu, ils ont dit que j'étais l'égérie des complotistes. Donc du coup, il fallait pas m'écouter non plus. Donc quand je suis inconnu, il faut pas m'écouter. Et puis si les gens commencent à me connaître un peu trop, faut pas m'écouter.
Après, bah, ils font des questions rhétoriques à la mort moelle-neu en faisant semblant de poser une question sans lire ce que je dis. Ils me font dire ce que je dis pas. Ça, c'est un grand classique aussi. Donc, ils écrivent une phrase en disant on ne peut pas dire que. Et là, ils mettent une connerie, mais que j'ai pas dit. Donc, je suis d'accord, on peut pas dire que, je l'ai pas dit non plus. Et puis voilà, et puis ils essayent de noyer le poisson de différentes manières. J'ai essayé de détailler à chaque fois leur méthode et c'est toujours la même. Oui, c'est des méthodes assez infâmes. Nous, on avait aussi été censurés et on avait vu que c'était quelqu'un qui était payé notamment par Facebook et qui était journaliste en l'occurrence aussi. Oui, oui, les fact-checkers ont des contrats avec les fact-checkers des journaux ont des contrats avec Facebook, YouTube, tout ça, et ils sont rémunérés pour mettre une étiquette faux, donc faire le police sur Internet, sur tous ceux qui diraient pas pareil que tout le monde. Puis ils ont des sacrés CV, les mecs. Voilà, il y en a un qui bosse à Le Monde, lui, c'est un spécialiste des Pokémon. Voilà, donc il vient me chercher sur des questions statistiques, bah, je réponds en plus, je ne suis pas discuter, et puis bon, bah voilà, moi, c'est mon métier, lui est spécialiste des Pokémon, bon bah voilà. Qui joue Évidemment, à un peu différent. la police de la pensée. Oui, c'est ça, le camp du bien. Oh, La dictature du camp du bien, j'appelle tout ça. à fait. Bon, il faut pas trop perdre de temps non plus avec eux, mais c'est intéressant parfois de leur répondre pour faire fonctionner sa rhétorique, son argumentation. Rentrons dans le cœur du sujet, le 6, mort sous protection sanitaire. Mais que vas-tu nous dire, Pierre? Ils n'ont pas voulu nous protéger. Alors, si vous avez regardé les épisodes précédents, vous devez quand même commencer à avoir des doutes sur le fait que les postulats initiaux sont vérifiés. Donc, si les hypothèses, à savoir les maladies sont dues à un phénomène de propagation qui irait à une vitesse exponentielle dans la population jusqu'à infecter tout le monde, etc., comme on n'a jamais vérifié ça, qu'on n'a jamais prouvé que, bah, voilà, regardez les tests, on ne sait pas trop ce qu'on mesure. Regardez celle où j'ai parlé de la pathogénicité, on n'a jamais prouvé qu'on était en face d'un pathogène. Ça reste, même la définition moderne du pathogène, qui est hyper large et qui met tout dedans, la chaîne virale du SARS-CoV-2 ne respecte pas cette définition. Donc, selon même la définition moderne, ce n'est pas un pathogène. C'est-à-dire que ça rend pas malade les gens, ce qu'on est en train de mesurer. Donc, ça veut dire que toutes les réponses qui ont été mises en place se basant sur les postulats, ils ont assez peu de chances d'avoir des effets positifs puisque les postulats sont faux de tout ce qu'on peut en vérifier. En revanche, c'est pas parce que on est dans des postulats faux et que ces mesures vont avoir aucun impact. Et ces mesures ont bien eu des impacts. Elles ont eu des impacts sur l'organisation du soin et pas que. Et les décisions qui ont été prises, elles ont des impacts qui ont été mesurés, qui ont été évalués dans des documents officiels que du coup j'ai été chercher. Et donc je vais vous présenter des résultats de chiffres qui sont dans les documents officiels et qui je vais mettre en face de la mortalité observée pendant ces périodes-là. Et donc on va parler finalement des dommages collatéraux des mesures. On va revenir sur les questions de mortalité, évidemment, puisque ce sont des morts qu'on va compter. Donc on va voir qu'en fait la pandémie dont on parle, elle n'est pas si mondiale, et tout particulièrement pendant la fameuse première vague de mars-avril 2020, on va voir qu'en fait les traces qu'on a, ce qui sont le nombre de morts, on n'en voit pas partout. En fait, on le voit dans très peu de pays, ça c'est pas beaucoup su, et seulement dans très peu de régions au sein de chaque pays. Et on va voir que les mesures qui ont été mises en place du lockdown total, du confinement total à ce moment-là, elles ont des impacts. Et notamment, si on enferme les gens chez eux, on ne les soigne pas. Et on a un souci notamment avec des AVC et des infarctus de personnes qui sont restées chez elles et qui n'ont pas été soignées. Et ça, c'est grave, des AVC et des infarctus. Et on peut les comptabiliser. Il y a des documents officiels qu'ils ont comptabilisés, ces gens-là. Il y a aussi des infections respiratoires. Quand on dit aux gens, quand vous commencez à tousser, que vous n'êtes pas bien, vous avez de la fièvre, et qu'on dit, non, surtout consultez pas de médecin, restez chez vous, attendez que ça empire. Et puis, seulement quand vous êtes au bord de la mort, venez à l'hôpital, ça va pas être terrible en termes de survie pour des personnes âgées. Voilà, ça a des impacts, cette stratégie-là. Et puis même, on va voir que en France, ça a même été comptabilisé, c'est le conseil scientifique officiel qui a fait une étude dessus pour montrer que le nombre de personnes qui arrivaient à l'hôpital dans des conditions exécrables et qui mouraient extrêmement vite. Donc, sauf à dire que tout d'un coup, dans une période courte, on aurait eu un virus très spécial qui aurait tué les gens en 48 heures,
il est beaucoup plus probable que ce sont des personnes que ça fait 15 jours qu'elles touchent chez elles et quand elles arrivent à l'hôpital, c'est trop tard. Et puis en fait, on finira par le choix palliatif, c'est-à-dire qu'en France, il a été dit très rapidement au mois de mars aux médecins et au personnel palliatif le discours suivant: attention, il y a un nouveau virus qui arrive qui est extrêmement contagieux et dangereux, on ne sait pas le soigner, les hôpitaux seront saturés, donc vu qu'on ne sait pas le soigner, il faut passer les personnes âgées en protocole palliatif. Protocole palliatif, c'est-à-dire on ne les soigne pas et juste on leur donne des tranquillisants jusqu'à ce qu'ils décèdent. Donc c'est un choix qui a été fait, stratégique, et ce choix, eh bien, fatalement, il a des impacts. Et on peut le mesurer. Commençons par le commencement. On va revenir sur donc, le fait qu'on n'est pas face à une pandémie qui est si mondiale que ça. Donc, je vous ai montré les décès français plusieurs fois. Ici, là, je vous remonte la Belgique. Donc, c'est intéressant. Mars 2020, voilà les déclarations de la pandémie. Et on a la Belgique qui lance son lockdown total. Voilà, avec confinement total et puis une belle hausse de mortalité. Bon, des personnes âgées seulement, mais quand même une belle hausse de mortalité. Même si on a vu qu'au final, ça ne faisait pas une hécatombe dans l'année. Donc, c'est-à-dire que là, on est quand même en train de compter des décès de personnes âgées qui n'ont pas une espérance de vie très grande, quoi qu'il arrive, de toute façon à ce moment-là. Et ce qui fait qu'au bilan sur l'année, ça ne fait pas d'hécatombe. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce pic-là. Et on voit à côté, donc voisin de la Belgique, l'Allemagne, qui n'a absolument aucun pic bizarre de mortalité et qui n'a pas du tout mis en place de lockdown au mois de mars-avril. Il y avait juste des conseils aux gens de faire attention et de rester chez eux. Je rappelle qu'à ce moment-là, Angela Merkel était en campagne. Donc, en fait, les Allemands étaient occupés à autre chose. Ils étaient occupés à faire campagne et puis à s'élire un nouveau chancelier, une nouvelle chancelière. Et donc, ils ne sont pas trop occupés de cette fameuse histoire Covid-19. Alors, c'est rigolo parce que quand on ne s'occupe pas de la Covid-19, du coup, on ne voit rien. Oui. Ça, c'est une donnée qui est quand même assez intéressante et je ne suis pas sûr que les gens l'aient beaucoup en tête. Le fait qu'en Allemagne, il n'y a pas eu du tout de hausse de mortalité en mars-avril 2020. Enfin, le pic là, il est quand même vraiment ridicule. Et puis, on a d'autres indices. Il y a l'Espagne qui est partie en psychose totale, qui a tout fermé et donc il y a eu des histoires atroces avec les EHPAD qui avaient été désertés par les soignants. On a retrouvé des vieux ensuite derrière qui avaient été complètement abandonnés et qui sont morts. Enfin bref, ça a vraiment été un bordel monstre. Et puis vous avez à côté le Portugal qui a aussi lancé le lockdown, mais avec pas du tout la psychose mise en place, mais au contraire des politiques même d'accueil des malades en recevant des malades d'autres pays, etc. Donc c'est-à-dire un discours politique et une organisation sociale qui étaient complètement différentes, malgré le fait qu'ils aient dit lockdown. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il n'y a pas de lien entre le fait de mettre des confinements et d'avoir des morts. Donc, il n'y a pas de lien positif. Ce n'est pas parce qu'on a mis des confinements qu'on a moins de morts, et même, on voit plutôt le contraire. Mais il n'y a pas non plus de lien parfaitement négatif, puisque le confinement est un indice du bordel qui va être organisé au sein du pays. Mais c'est pas la seule manière. On peut faire des confinements qui soient moins délétères, on va dire, que d'autres. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on voit en comparant des pays, et des pays qui sont côte à côte. Donc, à moins qu'on m'explique que SARS-CoV-2, il s'arrête gentiment aux frontières, un peu comme l'UA de Tchernobyl, il y a quand même un souci dans l'explication. Au sein d'un même pays, c'est la même chose. Il n'y a pas du tout de cohérence sur les nombres de décès en mars-avril 2020. Là, vous voyez à Paris, Île-de-France, tous les départements d'Île-de-France autour de Paris, où vous avez pendant le confinement une très belle hausse de mortalité. Et en revanche, dans une grosse région comme la Nouvelle-Aquitaine, où il y a 12 départements, il n'y a rien. Donc la hausse de mortalité est parfaitement invisible à cette période-là. Mais je peux vous en mettre plein des régions où on ne voit rien. Il y a finalement très peu de régions sur lesquelles, en France, on voit des hausses de mortalité. Donc, il n'y a pas de corrélation au niveau entre les pays. Je crois qu'il n'y a que 9 pays sur 35 en Europe qui ont une hausse de mortalité visible. Et en France, mis à part les 8 territoires parisiens, il n'y a que 5 départements qui en ont une aussi. Donc, 13 départements sur 100. Donc, en fait, c'est hyper localisé. Et donc, ce n'est pas du tout cohérent avec l'histoire de quelque chose qui se serait répandu énormément. Je vous ai montré le lien parfait entre température et mortalité. Ce lien-là, je l'ai prolongé parce que j'ai calé les données sur 2017-2019, mais ensuite, je l'ai prolongé. C'était bien ça l'objectif en 2020-2021 pour voir ce qui se passait. Et il se passe des choses très intéressantes, même d'un territoire à un autre. Là, vous voyez qu'entre le département du Nord, à côté de la Belgique, et le département du Pas-de-Calais, qui n'est pas très loin non plus,
Il y a à peu près les mêmes variations de température hein, qui sont en rouge, mais en revanche, les morts, les décès réels que vous avez en bleu, il y en a pour le département du Nord, ils sont un peu trop nombreux, alors que pour le département du Pas-de-Calais, globalement, on est vraiment dans l'intervalle de confiance habituel, voilà, il n'y a pas de problème. Donc même là, d'un département voisin à un autre, on voit qu'il s'est passé des choses différentes. Alors ce graphique, il est aussi intéressant parce que les gens ne le savent pas, mais pas forcément en tout cas, mais mars-avril 2020, c'est une vague de froid. Donc la crise de Covid n'est pas arrivée pour rien. C'est pas un moment du hasard. Il y a vraiment eu à ce moment-là, et je parlais du lien entre température et mortalité, et partout en France, mais c'est le cas en Europe, il y a bien une vague de froid à ce moment-là qui déclenche bien, en tout cas, des phénomènes d'infection respiratoire, en particulier chez les personnes très nombreuses qui ont déjà des problèmes respiratoires chroniques en permanence, et notamment des personnes âgées. Donc, il ne s'est pas rien passé. Il y a bien eu, en tout cas, une vague de froid qui a lancé quelque chose. Se lancer quelque chose, en revanche, on va voir que les décisions qui ont été prises ne l'ont pas arrangé. Donc voilà, ça c'était première partie. Il n'y a pas de cohérence du tout sur la mortalité à ces périodes-là. Il y a vraiment des choses très différentes d'un pays à l'autre et même d'un territoire à l'autre. Maintenant, on va passer aux décès qui sont vraiment comptabilisés par les organismes officiels et on va voir ce qu'on peut en déduire et notamment du fait d'avoir mis un confinement et d'avoir dit aux gens, surtout confinez-vous, ne sortez pas et surtout ne voyez pas vos voisins et n'allez pas à l'hôpital. Donc vous avez pu voir un certain nombre d'articles de presse certainement, et puis il y a même des instituts qui ont repris cette information, mais je trouve ça assez incroyable, de dire oui, le fait d'avoir confiné les gens, ça a sauvé plein de monde d'accidents de la route. Alors ça, c'est quand même assez incroyable de sortir cet argument. En France, des accidents de la route... Pardon ? J'ai entendu, ouais, on a entendu, ça c'est beaucoup revenu, ouais. Ouais, mais ça, c'est complètement ridicule. Des accidents de la route, il y en a à peu près en France, des accidents mortels, hein, on est en train de parler de mort, 3600 par an. Ça veut dire qu'il y en a 300 par mois. Si vous faites un lockdown total où les gens n'ont plus le droit de sortir, eh bien, vous économisez au maximum 300 décès par mois. Donc, ça fait 600 hein, sur une période de 2 mois de confinement. Et encore, les gens qui meurent d'accidents de la route, pour beaucoup, ce sont des gens qui vont bosser. Hein. Et les gens qui bossaient, il en restait un paquet, notamment des personnels soignants, et puis bon, voilà, des pompiers, même tous les gens qui faisaient de la logistique et qui devaient permettre qu'on ait à bouffer. Tout le monde avait à bouffer dans cette période. Hein. Donc, il y avait tout un tas de gens qui ont travaillé quand même. Donc, les cadres parisiens qui étaient dans leur canapé et qui ont l'impression d'avoir sauvé le monde en restant chez eux, eux, non, ils ne travaillaient pas, ils sont pas morts d'accident de la route. De toute façon, d'habitude, ils prennent le vélo. Enfin, bref. Mais les vrais gens qui travaillaient, ils ont continué à travailler. Donc, on n'a pas économisé complètement tous les morts prévus. Mais bref, imaginons que personne n'est mort d'accident de la route, ça fait que 600 morts en moins. Si on compare à côté en France des gens qui meurent d'AVC ou d'infarctus, où il y a des données officielles hein, sur les centaines de milliers d'AVC et d'infarctus qui sont subis en France par des personnes chaque année, eh bien, sur la même période, il y a 25 000 morts d'infarctus et 20 000 d'AVC. En tout cas, il y a 25 000 infarctus qui sont faits et 20 000 AVC. Donc, si vous confinez tous les gens chez eux, ils ne peuvent pas soigner leurs AVC ni leurs infarctus. Et donc, voilà le nombre de morts que vous avez en plus de ne pas avoir soigné les gens par rapport à ceux que vous avez économisés. Donc, moi, je veux bien qu'on commence à parler des gens sauvés par accident de la route en les enfermant chez eux. Mais ça, c'est le point de vue, on va dire, positif qui est assez ridicule. Et en revanche, il faut prendre en compte tous les autres problèmes qui amènent la mortalité et qui, elles, du coup, ne sont plus soignés, sauvés du fait d'avoir enfermé les gens chez eux. Et juste pour qu'on se rappelle, quoi, les AVC, les infarctus, c'est rarement la personne qui les subit qui réussit à se sauver, mais c'est parce qu'elle est en contact avec d'autres personnes. C'est pas forcément la personne qui a très mal au bras gauche et qui devient toute pâle et qui se roule par terre qui appelle les urgences, c'est souvent une personne avec qui elle est. Et donc, si vous supprimez les relations sociales, vous tuez des gens, puisqu'il n'y a plus de gens pour s'occuper les uns les autres. Et il y a des gens qui font les premiers soins, ça arrive, et donc le fait de les supprimer en faisant que les gens ne se côtoient plus, ça fait qu'on perd des gens pour rien. Mais en plus, juste les personnes qui appellent les secours, c'est pas forcément les personnes qui font les AVC, les infarctus. Ce sont leurs proches, ce sont les gens qui partagent un café avec elles. Et donc, si vous supprimez ça, globalement, on perd des gens. Et en fait, ça se dénombre.
Juste après le premier confinement, ça c'est un rapport de Santé publique France qui date du mois de mai en France et qui a dit très clairement ici, on avait un premier indice très vite, comparé à la période équivalente en 2019, les passages pour cardiopathie ischémique et accidents vasculaires cérébraux, donc c'est-à-dire les infarctus et les AVC, restaient à des niveaux inférieurs, respectivement de 19%, 983 contre 1223, et 10%, 2541 contre 2836, malgré le rebond observé depuis 2014. Donc ça veut dire que pendant tout le confinement, chaque semaine, il manquait 300 personnes aux urgences AVC et 300 personnes aux urgences infarctus chaque semaine. Et donc ça, ce sont des gens, donc soit le Covid, ça soigne des AVC et des infarctus, donc ça c'est très bien, soit ce sont des gens qui en fait sont morts chez elles parce qu'elles n'ont pas été soignées. Donc ça, c'est sorti au mois de mai. Et je vous ai présenté, donc c'était à l'épisode 2, les rapports de l'ATIH qui sont sortis au mois de septembre dernier, et ils remettent à l'intérieur. Pendant toute la période de confinement, il a manqué, rien qu'aux AVC, il a manqué 5000 personnes aux urgences. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de personnes qui sont restées chez elles, qui n'ont pas reçu de soins, et donc fatalement, qui sont décédées. Et les personnes chez elles qui décèdent, on a les statistiques avec l'INSEE. L'INSEE, j'utilise les statistiques de l'INSEE souvent dans mes présentations, je vous les montre. Donc ça, c'est les personnes décédées en France chaque jour, et ça, ce sont les personnes décédées à domicile. Et donc, il n'y a pas la moindre personne décédée à domicile qui est dans les statistiques Covid. Voilà, ce ne sont pas des gens qui ont été enregistrés Covid à l'hôpital ou qui ont été enregistrés décédés Covid dans les EHPAD. Donc ça, ce n'est pas dans les statistiques Covid, donc ils ne sont pas déclarés Covid, et vous avez quand même une belle bosse. Alors, vous avez des petits instituts et des petits malins qui disent « Oui, ça, c'est une preuve qu'il y a du Covid à la maison. » Ben non. Là, si on compte ce qu'il y a au-dessus des pointillés, c'est-à-dire la mortalité, on va dire, habituelle observée ces dernières années, vous avez une belle bosse pendant le confinement qui représente 6000 personnes. Sachant que je viens de dire qu'il y avait à peu près 300 personnes par semaine AVC plus infarctus, ça fait 5000 personnes qui manquent à l'appel, au moins minimum, sur AVC et infarctus, qui n'ont pas été soignées. Et je compte que 2 pathologies. Donc là, en ordre de grandeur, ces personnes-là correspondent exactement en ordre de grandeur aux personnes qui n'ont pas été soignées et qu'on soigne d'habitude. Et ça me paraît assez normal, du coup, d'avoir des morts en trop si on ne soigne plus les gens. Enfin, c'est ça, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ça correspond tout pile. Donc, pour la mortalité à domicile, on explique parfaitement la hausse de mortalité juste par le fait qu'on ne soigne pas. C'est très clair et c'est dans les rapports de Santé publique France et dans la TIH. Ouais, c'est un peu les grands oubliés puisqu'ils meurent chez eux individuellement, au contraire de ce qu'on disait au début, où des médecins italiens viennent parler d'hécatombes parce qu'ils voient quelques cercueils ou quelques personnes arriver en hôpital, et qu'ils ont aussi un biais cognitif parce que c'est en hôpital qu'on voit et en soins intensifs les choses les plus graves. D'ailleurs, je fais une parenthèse, on disait à certains médecins que j'ai interviewés de ne surtout pas baser leur représentation de la situation sanitaire sur les hôpitaux. Ben là, les chiffres que tu donnes, ça permet justement de voir que tous ces cas individuels mis ensemble, ça fait quand même une petite hécatombe, quoi. Oui, alors j'appelle pas ça une hécatombe parce que sur l'année, c'est pas grand-chose, mais c'est bien eu trop de morts et des gens qui, à mon sens, n'auraient pas dû mourir à ce moment-là. Donc on a perdu des gens parce qu'on a mis en place des mesures qui ont désorganisé la société. En désorganisant la société, on a perdu des gens, et des gens qu'on sauve d'habitude. Ouais, et seuls, quoi, aussi. Il y a beaucoup de solitude là derrière. Qui sont morts seuls chez eux. Et en effet, tu as raison de parler des hôpitaux. Parce que voilà, les services hospitaliers ont vu des morts chez eux. On a vu qu'en fait, ils n'ont pas été saturés. Et si on regarde au bilan sur l'année 2020, il manque des morts à l'hôpital. L'hôpital, c'est quand même l'endroit où on meurt le plus. Parce que les personnes âgées, ils vont en fin de vie. Alors, on essaye normalement de les récupérer et on n'y arrive pas toujours. Mais du coup, l'hôpital, c'est bien l'endroit principal où on décède. 2020, c'est la première année depuis longtemps où l'hôpital n'est pas été le premier endroit où on décède. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de 50% des gens qui sont morts à l'hôpital et c'est un recul. Et c'est bien le signe qu'on n'a pas soigné les gens comme d'habitude, on ne les a pas accueillis comme d'habitude. Donc c'est assez étrange que les médecins, du coup, voient l'hécatombe en 2020 quand en fait, il est mort moins de monde à l'hôpital que d'habitude. Et ils en ont moins reçu. Donc là encore, il y a quelque chose qui n'est pas normal.
et qui est de l'ordre de la représentation, parce que les chiffres montrent bien qu'ils ont vu moins de morts pendant l'année 2020, et c'est pas normal. Pour montrer en plus, il y a un pays qui est très représentatif de ce qui s'est passé, c'est Chypre, parce que là, les données de remontée des décès, c'est à l'endroit, ça correspond au moment où finalement on retrouve le corps quelque part. La personne. Alors en France, c'est les médecins qui trouvent les décès, les personnes décédées chez elles, ils peuvent antidater à peu près, hein, mais on ne fait pas une autopsie pour à chaque fois qu'on trouve une personne âgée qui est décédée dans son salon. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a une date qui est mise à peu près et qui correspond parfois à la date où on a trouvé le corps, où le médecin a trouvé le corps, et puis parfois, et c'est un peu antidaté, mais pas grand-chose. Mais du coup, la date n'est pas fiable à 100% au jour près. Et là, il se passe un truc très intéressant, c'est à Chypre. Chypre, c'est un des 9 pays sur lequel on a un peu trop de morts pendant la période mars-avril 2020. Mais le hausse de décès qui sont remontés sur Eurostat, c'est post-confinement. Et donc, il n'y a pas eu une vague de mortalité une fois qu'on a libéré les gens à Chypre. Ça, ce que vous voyez, le plus probable, c'est que ce sont les décès de personnes enfermées chez elles qui sont découvertes après le confinement. Donc là, on voit l'effet délétère aussi de la mesure, où une fois qu'on a enfermé les gens, on compte plus de décès parce que les gens sont enfermés, on les voit plus. Donc on a un record de sous-mortalité pendant le confinement. C'est qui est pas que ça marche, mais qui fait qu'on compte plus les décès. Et une fois qu'on rouvre, ils refont le tour de toutes les maisons, et puis les gens vont se revoir les uns les autres, et on découvre a posteriori le nombre de décès qu'il y a eu à domicile. Donc là, c'est très intéressant à Chypre, ces statistiques-là, ça montre vraiment que voilà, il y a des gens qui sont mortes seules, des personnes qui sont mortes seules chez elles, sans que personne le sache et qu'on l'a découvert qu'après. Donc voilà, donc là on a un vrai la mortalité à domicile, que vous voyez une belle bosse sur cette période-là, elle s'explique parfaitement par la désorganisation, par le non-soin, et rien que par les AVC, les infarctus, ça suffit pour expliquer toute la mortalité. Donc je ne parle même pas du reste. Ensuite, les infections respiratoires non soignées sur la période, puisqu'en effet, ça c'est une affiche officielle, gouvernement français, hein, coronavirus, que faire face aux premiers signes. Donc là, si vous toussez, vous avez de la fièvre, vous n'êtes pas bien, c'est écrit isolez-vous chez vous, et surtout prenez rien, ou à la rigueur du Doliprane, qui fait rien du tout pour soigner les gens. Ouais, en général, la maladie guérit avec du repos. Voilà, c'est ça. Donc, restez chez vous tranquillement. Mais en plus, après, si jamais vous avez mal à respirer, donc là, là, on imagine bien la mamie qui est à l'agonie, quoi. Va appeler le 15, voilà. Sachant que le 15 a été saturé un certain nombre de fois sur cette période-là, parce qu'on faisait peur aux gens. Donc ça, c'est les consignes. Donc, laissez la situation s'aggraver. Ne voyez pas de médecin qui pourrait avoir l'erreur de vous proposer des antibiotiques au cas où vous avez une invasion bactérienne. Non, c'est laissez la situation, vous allez tousser comme des perdus, puis quand vous n'arrivez plus à parler et que vous vous étouffez, là, pensez à venir à l'hôpital. Ça les impacte. Hein. Et puis ça se voit sur la période. Quand on dit allez plus voir votre médecin, on voit la consommation des médicaments vendus par les pharmacies qui s'effondre. Donc là, il y a une petite provision de médicaments ici au début mars. Donc c'est juste au moment du confinement, là, tous les gens se disent oula, il faut vite que je fasse mes provisions parce que tous les médicaments courants qui sont utilisés par des gens qui en ont besoin, ils ont fait le plein. Et puis après, comme plus personne ne va voir le médecin, il n'y a plus de médicaments distribués. Et pas n'importe quel médicament, pas n'importe quel médicament qui n'est plus distribué, il y a notamment les antibactériens. Parce que il y a des infections respiratoires toute l'année, comme on a vu, puis il y a des personnes fragiles. Et donc, pour éviter les surinfections bactériennes, il y a tout simplement des antibiotiques qui sont distribués aux gens. Et voilà, depuis le début du confinement, pouf, il y a un effondrement total des antibiotiques. N'allez pas voir votre médecin, prenez du Doliprane. Et donc, si vous avez une invasion bactérienne, laissez donc la proliférer, ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut penser, Pierre, que ça a fort impacté les pharmaciens d'un point de vue économique? Est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Parce que je pense à ça, je me dis qu'après ça, ils ont quand même, ils sont rentrés dans un système de testing qui leur a rapporté pas mal d'argent et qui a peut-être compensé les pertes des confinements où il y avait beaucoup moins d'entrées. Bon. Ça, c'est sûrement. De toute façon, c'est sûr que vu qu'en fait, ils ont gagné moins, ça se voit sur le graphique. Hein, ça, c'est sur les sous-dépensés. Donc là, il y a eu un creux. Bon, après, le creux, il n'est pas énorme non plus. Hein, il y a tellement de médicaments qui sont distribués tout le temps dans un pays comme la France, dont beaucoup d'ailleurs sont des antidépresseurs et autres choses comme ça. Du coup, il y a une petite perte, mais elle n'est pas grand-chose. Le gain qui est depuis les tests, il fait bien plus que compenser les pertes. C'est un autre niveau.
Mais voilà, du coup, c'est ce qui est intéressant surtout, c'est que bah, globalement, les antibiotiques, c'est terminé à ce moment-là, et que d'ailleurs après ça remonte pas. Donc, on voit bien qu'il y a un effondrement de la distribution antibiotique. Eh bien, on y revient. C'est-à-dire que maintenant, toute infection respiratoire est déclarée Covid grâce au test. Voilà, les gens dès qu'ils ont un problème, ils vont se tester, et du coup c'est Covid. Et du coup, eh bien, puisqu'on dit c'est Covid, on dit parce que c'est virus, c'est qu'il n'y a pas d'invasion bactérienne. Donc ça, c'est un raisonnement qui n'a aucune logique, hein. C'est pas parce qu'on vous a testé sur un virus que ça veut dire que vous n'avez pas des bactéries qui traînent. Et bien du coup, on vous donne plus d'antibiotiques. Donc là, il faudrait qu'on se pose la question, hein, si depuis qu'on donne plus d'antibiotiques, on a plus de morts que d'habitude, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui marchait avant, hein. Là, il y a vraiment des questions à se poser. Mais bref, en tout cas, on voit que ça a un vrai impact sur la manière de soigner les gens, et notamment les infections bactériennes. Et dans le même ordre d'idée, c'est ce que je disais, bah voilà, on a dit aux gens, restez chez vous, et puis en cas de symptômes, prenez du Doliprane. Et ben les gens se sont mis à prendre du Doliprane de manière excessive. Donc c'est vraiment Doliprane tout le temps, pour tout, et on a remplacé bah, les antibiotiques, et puis bah, des choses, ou même des antiparasitaires, ou même des anti-inflammatoires qui étaient prescrits avant, tout par du Doliprane qui globalement bah, ne fait rien. Et je rappelle que le Doliprane, c'est mortel à haute dose, hein. C'est-à-dire que si vous prenez 2 fois la dose prescrite, vous avez le foie qui est détruit et vous êtes mort. Donc c'est pas anodin, hein. Il y a même des épidémies, ou ce qu'on appelle des épidémies, notamment chikungunya, où on soupçonne que les morts annoncées de ce qu'on dit qu'est chikungunya, pour beaucoup, ce sont des gens qui ont fait des surdoses de Doliprane tellement ils avaient mal. Donc c'est un médicament qui est dangereux, hein, et qu'il faut surtout pas prendre à haute dose. Ça détruit le foie. Oui, je pense que certains médecins ont aussi dit que prendre ça en début de Covid, c'était pas non plus bénéfique Bah, oui, sur l'évolution de la maladie. mais ça fait rien. Enfin, globalement, tout ce que ça fait, c'est que ça fait on est censé moins sentir de la douleur et que ça fait baisser la fièvre. Mais déjà, il faudrait prouver que la fièvre, c'est mauvais pour la santé quand en fait on est malade. Il est possible que ce soit utile. Et puis enlever la douleur, globalement, on n'est pas en train de vous soigner, hein. Au passage, ça détruit le foie, hein, de prendre du Doliprane. Et depuis 2 ans, on met la pression à tout le monde, et notamment n'importe quel gamin qui a un petit peu de fièvre ou qui coule du nez, direct, normalement, on le vire de l'école, il est censé se tester. Et donc, il y a un paquet de parents qui sont persuadés que le Doliprane, c'est complètement anodin. Et donc, ils filent du Doliprane en permanence à leurs gamins. Et je rappelle qu'à haute dose, ça détruit le foie. Et on commence à avoir dans la presse ce genre d'articles de mystérieux cas d'hépatite, c'est-à-dire d'inflammation du foie, chez des enfants, laissent les scientifiques perplexes. Bah moi, je suis pas trop perplexe. Si on file en permanence du Doliprane à des gamins et à dose forte pour surtout qu'ils continuent d'aller à l'école parce qu'on ne veut pas qu'ils aient la moindre trace, bah oui, on va détruire le foie des gamins. C'est pas terrible. Et d'ailleurs, bah, j'attends avec impatience, parce qu'ils vont sûrement dire qu'il y a un nouveau virus, ou bien que c'est le Covid qui a fait ça, hein. Et surtout, on n'accusera jamais le Doliprane. Alors que le lien, il est quand même assez évident, hein. Vous bourrez les gamins de Doliprane, vous leur détruisez le foie. Donc voilà. Ah bah zut, j'ai pas montré le dernier graphique. Je l'ai pas téléchargé. Mais encore une fois, sur le site de l'INSEE. Ah, attendez, sur celui d'après. C'est sur celui d'après, on va y venir. Donc vous voyez qu'on a quand même un problème où on sait que ce qui a été fait de toute façon comme traitement, c'est-à-dire dire voyez pas de médecin, prenez de Doliprane et puis supprimez tous les autres médicaments, ça va avoir des effets sur ce qu'ont les gens, et notamment sur les surinfections bactériennes. Et ça a des conséquences. Et ça a des conséquences qui sont visibles à l'hôpital. Ici, c'est toujours pareil à partir des données de l'INSEE, hein, qui dit si des gens sont décédés à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile. Ici, ce sont les personnes qui sont décédées à l'hôpital. Donc ça, en bleu, c'est ce qui est en gris. Je ne sais pas si on le voit très bien, c'est le total. Léger. Voilà, c'est vraiment le total. Et ensuite, j'ai été récupérer les informations qui sont fournies par Santé publique France sur les morts déclarées Covid à l'hôpital. Et j'ai fait la soustraction des deux pour dire ce qui serait hors Covid et ce qui serait Covid. Et donc, bon, déjà, il y a plusieurs informations sur le graphique. La première, c'est qu'à partir du moment où on commence à déclarer Covid, bah, toute la mortalité habituelle, bah, elle est déclarée Covid. Voilà. Donc, à l'hôpital, quand il y a un petit peu de mort habituelle, mais il y a une énorme part qui est prise par Covid. Donc, c'est comme si, finalement, bah, c'est ce que je vous ai montré, il n'y a plus aucune infection respiratoire qui est déclarée à l'hôpital à part la Covid. Donc, tous les hivers, maintenant, les hausses de mortalité habituelle hivernale à l'hôpital, tout est Covid. Donc, on est en sous-mortalité permanente sur le reste.
Donc ça vous montre, c'est un indice supplémentaire qu'en Ouais. fait, on est en train de parler de codification. Hein, tout ce qui est étiqueté Covid, bah, c'est toute la surmortalité hospitalière liée aux infections hivernales. Voilà. Ce dont on parlait dans l'épisode 4. Ouais. Oui, exactement, c'est ça. Donc là, ça se revoit aussi avec ces statistiques-là. Mais on peut même aller un peu plus loin, parce que là, on peut compter le nombre de gens qui sont morts en trop par rapport à d'habitude, on va dire. Là, c'est le pointillé, c'est le d'habitude. Bon, on voit que c'est pas grand-chose, hein. Les bosses par rapport à la mortalité hivernale habituelle, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Mais sur cette période-là, de mars-avril 2020, qu'il y avait les consignes de confinement et soignez-vous pas, voyez pas de médecin et prenez pas de médicaments, il se trouve que le Conseil scientifique français, qui a mis en place et qui a conseillé de mettre en place cette stratégie, ils ont sorti une étude qui est publiée, hein, dans Nature, et qui nous donne tous les indices, qui nous montre les conséquences de leurs décisions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les données des personnes hospitalisées et puis ils ont calculé le nombre de jours qu'elles mettaient avant de mourir à l'hôpital. Et donc ça c'est hyper intéressant. Ici, c'est le nombre de jours avant d'être admis en réanimation. Donc, vous voyez que les personnes qui arrivent à l'hôpital sur cette période-là, qui sont étiquetées Covid, en fait, il y en a plus de la moitié qui sont mis direct en réanimation. Donc, c'est à dire qu'elles arrivent à l'hôpital dans un état tellement déplorable que toutes celles qui parviennent à l'hôpital, les personnes âgées, il faut les foutre en réa direct. Donc ça, c'est énorme, hein, comme statistique. C'est hop, tout le monde en réa, les petits vieux. Et ça, c'est le nombre de jours qu'ils mettent avant de décéder à l'hôpital. Et donc, vous voyez qu'il y a 17% de tous les gens qui sont arrivés à l'hôpital étiquetés Covid-19 qui meurent jour 1. Donc, alors, c'est énorme, hein. 17%, c'est presque 1 sur 5 qui meurent le premier jour. Et donc, bah là, soit on a le Covid fulgurant, hein, c'est-à-dire qu'on imagine, voilà, pof, on se met à tousser et on meurt. Ou alors, bah, avec les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire on soigne pas, on enferme les gens chez eux et puis venez que quand c'est grave, bah, ils viennent que quand c'est grave, et quand c'est grave, c'est trop tard. Voilà, donc ça fait 15 jours que papy il est en train de tousser chez lui tout seul, et puis bah, quand il appelle les urgences et puis qu'il faut l'emmener, c'est trop tard, et personne ne peut le réchapper. Il faut préciser, Pierre, mais c'est une évidence, hein, mais parce que nous, on a eu des témoignages de personnes, de cas individuels qui se sont rendus à l'hôpital et on a dit, ben, rentrez chez vous, c'est trop tôt, qui sont revenus quelques jours après avec une forte fièvre, qui ont été intubés et qui sont morts. Donc, qu'on dit là, c'est quand même que des gens sont morts alors que ces personnes n'auraient pas dû mourir. C'est quand même ça qu'on dit. Absolument, et les traitements qui ont été choisis, et notamment l'absence de traitement habituel, c'est juste que habituellement les infections respiratoires ne sont pas traitées comme ça, et habituellement il y a moins de morts. Donc il faut peut-être arrêter de dire que c'est forcément le virus tout seul plutôt que les traitements et le changement de stratégie qui a fait les morts. Si on change de stratégie et qu'il y a plus de morts, il faut quand même se poser des questions au bout d'un moment. C'est juste ça qu'on dit. Bon, et alors l'étude qui est sur Nature, alors c'est incroyable de mauvaise foi, parce qu'ils remarquent qu'il y a tellement de morts jour 1 qu'ils se disent c'est pas normal, et donc bah, ils font 2 modèles. Et donc il faut regarder, là vous avez ce dont je me moque tout à l'heure, mais voilà le Covid fulgurant, ils le modélisent, hein, En vert? en vert, voilà. Ils disent bah ça c'est du Covid fulgurant, et après ça c'est Covid normal. Mais non, c'est pas un Covid fulgurant, c'est des gens qui toussent chez eux depuis 15 jours, qu'on a renvoyés en effet, et qui arrivent trop tard. Et en plus, on les a mis sous respirateur, alors que tous les hôpitaux ne le faisaient pas, hein, mais les Italiens avaient prévenu depuis longtemps que mettre des gens sous respirateur, ce n'était pas forcément l'idée du siècle. Et que globalement, ça allait probablement éclater les poumons, et que c'était peut-être pas une très bonne idée d'attendre que ça dégénère et de foutre des gens sur respirateur, parce qu'à la fin, ils n'en réchappaient pas. Et donc, c'est même écrit dans un rapport, hein, du Sénat italien, sur lequel c'est écrit que voilà, il y a des doutes sur ce qui a été fait. Et globalement, les Italiens, c'est ce que dit Louis Fouché, ont plutôt prévenu les Français de ne pas faire ça. Mais les Parisiens l'ont fait quand même. Donc l'ensemble de la chaîne de traitement et du protocole, voilà, était différent de d'habitude, je le répète, et au bout, il y a plus de morts. Donc faut se poser les questions. Et les morts qu'il y a en trop, pardon, si je compte au total les morts qu'il y a en trop écrits dans l'étude, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, les gens qui sont morts dans les 3 premiers jours d'hospitalisation, si on considère que si on considérait que mourir dans les 3 jours à l'hôpital, c'est avoir été pris en charge trop tard, ça représente 6000 personnes, et 6000 personnes, c'est ça. Donc ça veut dire que si jamais on commençait à oser penser
que le révélateur, c'est les gens qui meurent à l'hôpital tout de suite, ça veut juste dire qu'ils ont été pris en charge trop tard de ce qu'on prend en charge d'habitude habituellement. Ça explique toute la surmortalité hospitalière. Donc avec ce qu'on vient de voir, les deux éléments, donc c'est-à-dire restez chez vous, n'allez pas à l'hôpital pour vos AVC, infarctus, et n'allez pas à l'hôpital et ne voyez pas de médecin pour vos infections respiratoires, juste c'est les conséquences. Les deux conséquences des décisions expliquent toute la surmortalité à domicile et toute la surmortalité à l'hôpital. Voilà. Et il nous reste... Oula, où est-ce que je suis? Oui, on est là. Il nous reste encore un dernier type de mortalité qui est lié à, à une dernière stratégie qui a été mise en place et qui est le fameux protocole Rivotril, mais qui a été mis en place dans tous les pays, et notamment tous les pays conseillés par les mêmes cabinets de conseil, mais ça on en reparlera, qui a été de dire à tout le monde, et notamment aux médecins, avec des consignes qui ont été passées en France par les ARS, attention, le coronavirus est très dangereux et se répand très rapidement, il n'est pas soignable, nous ne savons pas soigner cette chose-là, donc les gens, il ne faut pas les aider, parce que ça ne sert à rien, ça ne se soigne pas, et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Et comme les hôpitaux seront saturés, parce que c'est très virulent, que ça se répand et que c'est très dangereux, alors nous ne pourrons pas accueillir les personnes âgées qui sont malades de ça, et donc, vu que ça ne soigne pas, il faut les passer en protocole palliatif. C'est la consigne qui a été passée partout. Et ça, c'est visible, il y a un rapport... Oui. C'est énorme, ça. Excuse-moi, c'est... Eh bien, c'est public. Il y a une commission d'enquête du Sénat suite à ce protocole-là sur la gestion de la Covid-19. Et donc là, je vous en lis un extrait. Il y a même la vidéo sur Internet. Donc c'est Monsieur Olivier Winou, qui est syndicaliste santé, CGT, je crois, qui dit « Je pense que des choix ont été faits, en particulier dans les EHPAD. Outre la note ministérielle qui a été évoquée, il y a eu le décret, donc ça c'est le décret Rivotril, 220-360 du 28 mars 2020, complétant le décret 220-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dit décret Rivotril. Dans le contexte de la crise liée au Covid-19, on a jugé que des patients, essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque qui conduirait les réanimateurs à dire qu'ils auraient du mal à les sortir de la réanimation, mais cela reposait sur des données statistiques et non sur des données réelles, sur des études cliniques. C'est particulièrement vrai au sujet de l'hospitalisation à domicile, la HAD. Je pensais qu'Astrid Petit en parlerait. On a mis en place à l'assistance publique des groupes d'intervention rapide. Donc c'est à la PHP, aux hôpitaux de Paris, ils ont mis en place des groupes d'intervention rapide, des GIR. Vous imaginez, rien que sur le plan lexical, oui, un groupe d'intervention qui s'appelle groupe d'intervention rapide, ça ne fait pas très médecin. On n'est pas tellement dans le champ hospitalier. Les équipes hospitalières intervenaient dans les EHPAD pour mettre en place un protocole préétabli, faisant notamment appel au Rivotril pour des personnes âgées présentant une dépression respiratoire. Donc on est bien dans le cas où on a dit ça ne soigne pas, on a laissé les petits vieux dans les EHPAD avoir une situation qui se dégrade et à tousser de plus en plus fort. Et en plus, donc on dit ça ne soigne pas. Maintenant, ils ont une détresse respiratoire parce qu'on a laissé la situation dégénérer. Et donc, ce que nous allons faire, ce qu'il faut faire, c'est un protocole palliatif, c'est-à-dire leur donner des calmants, des calmants Rivotril. Et donc, M. Rexiotti, qui était rapporteur de la commission, dit c'est un protocole de fin de vie, et M. Olivier Winou a confirmé c'est ce qui a été appelé le protocole palliatif Covid. Donc tout ça, c'est officiel, et c'est un choix stratégique. C'est un postulat, mais comme depuis le début, c'est ce que je vous ai montré, que sur tous les sujets, la transmission, même... la séquence, les tests, ce ne sont que des postulats invérifiés. Et là, le nouveau postulat, c'est ça ne soigne pas. Donc, c'est-à-dire que n'essayez pas, ne donnez pas d'antibiotiques, ne donnez pas d'antiparasitaires, ça ne soigne pas, point barre. La situation va dégénérer, laissez-la dégénérer. Et quand la personne est en situation de détresse, vous la passez en palliatif, c'est-à-dire sous calmant. Voilà. Et donc, ça, c'est le décret. Hein. La spécialité pharmaceutique Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation jusqu'au 15 avril 2020 par les pharmacies d'officine en vue de leur prise en charge des patients atteints ou susceptibles. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de prouver, pas de test positif, hein, il suffit d'avoir une infection respiratoire, d'être atteint par le virus SARS-CoV-2, dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention prescription hors AMM dans le cadre du Covid-19. Donc voilà, le Rivotril, c'est un antiépileptique. Hein. Voilà, c'est un calmant. Ça fait partie de la famille des benzo, je ne sais plus comment ça s'appelle, benzodiazépine. Benzodiazépine, voilà. Et puis, si vous avez dans le vital, ça, les
les contre-indications suivantes. Hein. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: insuffisance respiratoire grave, ah bah zut, syndrome d'apnée du sommeil, insuffisance hépatique grave, myasthénie. Donc bah oui, parce que comme c'est un calmant, si vous êtes en insuffisance respiratoire, il se pourrait que vous respiriez encore moins bien. Hein. Donc là, ils sont en train d'utiliser des médicaments calmants sur des personnes qui sont déjà des grosses difficultés respiratoires. Donc la conséquence de ça, fatalement, elle n'est pas positive. Donc, mais ils auraient utilisé n'importe quel benzo, ça aurait été le même résultat. C'est juste qu'en France, ça se voit plus parce qu'ils ont utilisé le Rivotril. Ils ont utilisé le Rivotril, pourquoi? Parce que le midazolam qui a été utilisé habituellement, on était en pénurie mondiale parce que les États-Unis, les Canadiens, les Anglais avaient tout pris parce qu'ils étaient en train d'en injecter massivement à leurs personnes âgées, eux aussi. Donc, ils étaient en train de faire la même stratégie. Et donc là, c'est rigolo parce qu'on est sur des pays qui sont en train d'appliquer la même stratégie et qui sont conseillés par les mêmes personnes. La stratégie étant: laissez vos personnes âgées dans les EHPAD, laissez la situation s'aggraver, et surtout, pas de médicaments parce que vous dites que ça soigne pas, et ensuite, vous les passez en palliatif avec juste des calmants. Et comme tout le monde fait la même stratégie, et ben, du coup, il y a une pénurie de midazolam. Et donc, en France, ils sont obligés de faire un décret spécifique, ce qui fait que ça se voit beaucoup plus. Alors que dans les autres pays, c'est moins visible. Et donc, c'est pour ça qu'en France, on va dire que le scandale Rivotril a éclaté. C'est parce qu'ils ont été obligés de faire un décret permettant d'utiliser autre chose que d'habitude. Et donc là, on voit le nombre de boîtes de Rivotril injectables distribuées par les pharmacies. Donc là, on est sur des pharmacies de ville. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout ce qui a été fourni par les hôpitaux, hein, parce que les hôpitaux aussi ont certainement utilisé cette substance, mais on est incapable de savoir combien. Mais on sait juste que, voilà, d'habitude, du Rivotril injectable, les pharmacies en France en vendent 500 boîtes par mois, mais on est monté à 1000 fin mars, rien qu'avec le décret, et à plus de 2000 en avril, et plus de 1000 encore dans les mois qui ont suivi en mai, juin et juillet. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que même à la fin de la panique et de la fin du décret, visiblement, alors le décret a été prolongé, mais du coup, il y a une certaine habitude qui a été prise en France d'utiliser cette substance, on va dire, hors cadre. C'est pas normal que pendant des années, on était à ce niveau-là de Rivotril injectable, qu'au niveau du décret, là, on comprend bien l'impact du décret et le fait que, voilà, on a généralisé ce protocole. Voilà, tous les personnes âgées dans les EHPAD qui toussent, c'est palliatif et pas soin. Mais ensuite, derrière, il y en a certains qui n'ont pas perdu l'habitude. Ça, c'est aussi assez étonnant. Mais le Rivotril, ce n'est pas le seul. Hein. Vous voyez que le Valium injectable, qui sert aussi de calmant, il a aussi été utilisé largement sur cette période-là, plus que d'habitude. On est arrivé à 10 000 boîtes en avril, alors que normalement, on est à 6 000. Donc, des calmants plutôt que du soin, ça a été une règle. En France, en tout cas, sur cette période-là. Et voilà, donner des calmants à des gens qui sont en insuffisance respiratoire plutôt que d'essayer de leur donner des antibiotiques précocement, c'est une stratégie et elle a des impacts. Et elle n'a pas n'importe quel impact. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. On est toujours sur les décès quotidiens, du coup, INSEE. Et puis, j'ai retranché les décès qui ont été déclarés Covid dans les EHPAD. Et donc là, vous voyez que dès qu'arrive le décret, paf, quasiment tous les décès en EHPAD, on arrive quasiment à 100% des décès en EHPAD sur les périodes qui sont tous déclarés Covid. Donc là, c'est assez énorme, parce que je vous ai montré qu'en fait, de la surmortalité Covid, il y en a quasiment nulle part en France, sauf dans des régions spécifiques. Mais à ce moment-là, tous les morts EHPAD se mettent à déclarer Covid. Donc ça, c'est intéressant parce que évidemment, des Covid, c'est un protocole spécifique et on avait vu qu'il y avait quand même un certain intérêt, même financier, pour les médecins à déclarer dans les EHPAD que en fait, les anciens, ils étaient décédés Covid. Normalement, vous voyez, ils décèdent 200 personnes âgées par jour dans les EHPAD toute l'année, un peu plus l'hiver. Et là, du coup, paf, non, ils sont tous morts Covid. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème dans les chiffres, hein, et que ce qui est annoncé comme étant Covid, c'est une vision très large de la situation. Voilà, pour pas dire plus. Mais en plus, exactement au moment où ils mettent en place le décret, c'est le moment où la mortalité dans les EHPAD, elle explose. Et elle explose jusqu'à la fin du décret. Hein. Il n'y a que pendant le décret qu'ils ont vraiment déclaré beaucoup de Covid avec une grosse mortalité, et puis après, ça s'est arrêté à la fin du décret. Ouais, donc on peut dire ils les ont euthanasiés, quoi.
En tout cas, même si c'est pas forcément le benzo qui déclenche la mort, le choix de dire: «Pas de soins» et palliatif, bah, palliatif, ça veut dire pas de soins. Donc fatalement, si avant on soignait les gens en leur donnant n'importe quoi, hein, et ça marchait pas forcément sur tout le monde, mais qu'à partir du moment où on les soigne plus et on leur donne plus de médicaments qui les soignent d'habitude et qu'à la place on les met en palliatif, on constate qu'il y a plus de morts, c'est normal. Ça veut pas dire qu'il y a un méchant virus qui circule et on a mis quand même pas mal de guillemets ou d'interrogations sur ce qui est en train de se passer. Ça veut juste dire qu'on est en train d'arrêter de soigner les gens. C'est ça qui se passe et ça recommence à chaque fois. À chaque fois qu'on catalogue les gens en disant: «Ouh là là, ces virus, je sais pas soigner, on soigne pas en palliatif», bah oui, on a plus de morts que d'habitude. Mais c'est normal, il y a un moment, il faut se réveiller sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà. Et donc, bah, vous voyez que, et juste si je compte, on compte juste le nombre de fioles de Rivotril qui ont été distribuées sur la période. Donc là, on est à peu près à plusieurs milliers en comptant, ça c'est des boîtes de 6 et a priori, On était à 2000, ouais. et a priori, il suffit en mettre 2 pour accompagner, avec des guillemets, la fin de vie d'un patient. Bah, on est à 6000 personnes qui sont rentrées dans ce protocole-là en France, dans les EHPAD, donc qui n'ont pas été soignées et qui, à la place, ont été mis en palliatif Rivotril. Et ça correspond exactement à cette surmortalité-là. Donc là, ça veut dire que si je fais le bilan, oui, je vais finir sur cette histoire de Rivotril. On vient de voir que l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, ont mis en place des groupes d'intervention rapide là, pour aller intervenir dans les EHPAD et puis aller piquer au Rivotril les personnes âgées très rapidement, plutôt que de tenter de leur mettre, de tenter n'importe quoi, antibiotiques, antiparasitaires. Et du coup, on a vu en Ile-de-France et dans tous les départements parisiens, on a une vraie hausse de mortalité pile sur cette période-là, pendant que le décret s'appliquait. Et en revanche, je reviens, dans les autres départements, on a vu Nouvelle-Aquitaine, il n'y avait rien. Et là, regardez la Bretagne, il n'y a rien non plus. Donc, et puis je vous en montre d'autres, Occitanie non plus, absolument rien. Et puis là, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est encore une grosse région, où là, il n'y a qu'un seul des départements, c'est le Rhône, là où il y a un gros hôpital lyonnais aussi qui est assez proche du gouvernement, où on voit la même chose, on voit un peu la même bosse à cette période-là. Et c'est le seul. Et sur la France, j'ai trouvé, comme j'ai dit, que 13 départements qui avaient une bosse. Bizarrement, à des endroits où, de la même manière, on a des gros hôpitaux qui s'organisent et puis qui appliquent les directives gouvernementales. Donc, est-ce que, on pose une question naïve, mais voilà, est-ce que tout simplement dire « je soigne pas comme d'habitude » et à la place, je passe les gens en palliatif, est-ce que ça n'a pas des impacts? Et si on compte juste le nombre de boîtes, on explique toute la surmortalité sur la période. Donc on a 3 catégories de gens. Il y a ceux qui meurent à domicile, ceux qui meurent à l'hôpital et ceux qui meurent dans les EHPAD. Ceux qui meurent à domicile, on explique toute la surmortalité par les AVC et infarctus non soignés, donc c'est-à-dire par les mesures. Sur les personnes qui meurent à l'hôpital, on explique toute la surmortalité grâce au conseil scientifique, on les remercie de nous donner ça sur un plateau. Mais sur les personnes qui arrivent trop tard à l'hôpital parce qu'on a fait le choix de ne pas les soigner et donc on leur interdit d'aller voir un médecin. Et sur les personnes qui décèdent en EHPAD, on explique toute la surmortalité par juste le fait d'avoir dit dans les EHPAD, on fait du palliatif et on ne fait pas de soins. Ouais, il faut rappeler aussi pour le dernier point que la famille, les proches n'étaient pas admis dans les EHPAD, donc ne pouvaient pas discuter. Donc les gens étaient laissés seuls, sont morts seuls, avec une impossibilité de la famille de faire des choix, de décider, de dire non, on ne veut pas qu'ils prennent ça. Donc il y en a beaucoup qui ont sans doute été forcés à prendre ce médicament sans que les proches puissent intervenir. Mais on n'a même pas, enfin, dans le cas d'un protocole comme celui-ci palliatif, normalement, il y a des commissions, enfin, il se passe des choses, de décisions sur les traitements. En effet, on prévient la famille. Et puis là, en effet, il n'y a rien, c'est une opacité totale. Donc on voit que il y a quand même beaucoup de régions françaises où on voit pas du tout de surmortalité, hein. Donc c'est-à-dire que tout se passe comme si les médecins de campagne, ils ont désobéi au gouvernement et ils ont soigné leurs personnes âgées comme d'habitude et ils n'ont pas de mort et ils n'ont pas fait le choix palliatif. Ou alors quand ils ont mis le palliatif, c'était comme d'habitude et du coup on voit aucune surmortalité. Mais en revanche, il y a des endroits où il y a vraiment des choix qui ont été faits et ils ont décidé de ne pas soigner les personnes âgées. Et donc c'est pour ça qu'on a des différences énormes entre les territoires français
Mais c'est aussi pour ça qu'on a des différences entre les pays, parce qu'on n'a pas les mêmes stratégies. Et donc, plutôt que d'expliquer qu'il y aurait des gènes allemands ou portugais qui seraient un peu différents de ceux des autres, il faut juste se poser la question de c'est quoi la stratégie choisie. Et un des pays les pires et qui a la pire bosse de mortalité, bon, même si au final, on a vu sur l'année que ça ne correspond pas à une hécatombe, c'est l'Italie et qui a été les premiers et qui a fait tout ça dans l'ordre. Et comme ils ont été les premiers, eh bien, ils sont tombés dans toutes les peaux de banane les unes derrière les autres. On ne soigne pas, on ne donne pas de traitement, on fout les gens sur respirateur, on les enferme chez eux. Donc en effet, ils ont découvert les gens qui étaient morts de crise cardiaque après coup, pardon. Ils ont découvert que foutre les gens sur respirateur, bah, ça les terminait. Vous n'en entendez plus hein, d'histoire de respirateur, hein. C'est terminé. Hein. Donc la folie de mettre tout le monde sous respirateur, on a arrêté depuis longtemps. Hein. Ils ont arrêté depuis longtemps, pourquoi? Ils ne s'inventent pas, mais c'est parce qu'ils ont bien vu les effets que ça faisait sur les gens et que sur la survie, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est au niveau de la stratégie, il y a eu des conseils de données par des instances extérieures et qui ont été les mêmes pour un certain nombre de pays. Et il est documenté de manière officielle par un certain nombre de rapports qu'elles ont eu des impacts néfastes, en particulier sur la mortalité. Encore une fois, je parle de documents officiels, des rapports sénatoriaux, des rapports de Santé publique France, des rapports de l'ATIH. Tout ça, c'est public. Il faut aller les chercher. C'est pas simple, mais quand on recoupe tout, on explique toute la mortalité. Évidemment, de nouveau, toutes ces données que tu partages avec nous aujourd'hui, ça va faire mal à ceux qui ont défendu le narratif Covid depuis le début, qui ont peut-être poussé leurs proches ou leurs vieux à rester en EHPAD. En fait, ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est les retirer, presque demander une décharge et les enlever des EHPAD. Et donc, ces infos, et je répète, et tu viens de le dire, mais ces infos sont tirées de chiffres officiels. Et ce que je trouve très, très parlant, c'est la comparaison avec les régions en France ou dans d'autres. Mais les régions où tu vois que Paris et Lyon, il y a des pics de mortalité dès qu'on donne dès qu'on rentre dans le décret du rétroville. Ça appartient, d'accord, ça appartient à qui d'ailleurs le Rivotril? J'en sais rien, je ne vais même pas regarder. Je ne sais pas qui est-ce qui le distribue. Mais après, bon, je veux revenir sur l'idée aussi du biais cognitif dont on parlait au début en préambule. Là. Voilà, on attend des gens pour critiquer ça. Évidemment, je suppose qu'en France, il n'y a personne dans les gouvernements qui a introduit une once de remise en cause de ce qui s'est passé. C'est difficile, après, ils sont tous mouillés. Après, c'est tellement gros que c'est tellement évident que ne pas soigner les gens et ne pas les traiter, ça augmente la mortalité. C'est tellement la base. Enfin, je sais pas. Ou alors, autrement, c'est qu'il faut supprimer les médecins et l'hôpital. Globalement, si ça tue des gens, à un moment, il faut juste être un petit peu de bon sens, être logique. Et tout a été tellement absurde. Parce que, bah voilà, mis en place notamment par des cabinets de conseil qui ont écrit toute sa stratégie pour arranger les copains, que maintenant, avoir des politiques qui seraient capables de se rendre compte que des choses qu'ils ont votées, qu'ils ont soutenues, ont en fait été délétères et sont même responsables de la mort d'autres personnes, ça va être compliqué. D'ailleurs, bon, le bouquin sortira, il y a toutes les références à l'intérieur, ce qui permettra à chacun d'aller chercher toutes les références que je cite et puis d'aller chercher tous les chiffres officiels. Ça, c'est une chose. Mais je ne suis pas convaincu qu'on aille jusqu'au bout de la démarche où normalement, il y a des choses qui devraient sortir du côté du pénal. Donc, il y a des plaintes hein, qui sont déposées actuellement pénalement notamment sur le décret Rivotril, c'en est un, mais aussi sur l'impact des cabinets de conseil, sur le fait de ne pas avoir soigné. Il y a des plaintes au pénal. C'est peut-être une des manières de sortir ces situations, hein, parce que comme le pénal c'est lent, ils font traîner jusqu'à ce que, on va dire, la situation se calme et qu'ils pourront juger un peu tranquillement plus tard. Mais je ne suis pas convaincu qu'un jour on ait vraiment l'honnêteté de revenir sur ce qui s'est passé tranquillement et puis de vraiment juger les gens pour ce qu'ils ont fait, quoi. On en reparlera pour H1N1 dans une vidéo future, dans la vidéo 9. On n'a pas vraiment tiré le bilan de l'arnaque H1N1. Il y a un rapport sénatorial qui dit que c'était une arnaque totale. Et pourtant, les gens ne sont pas allés en prison. Voilà, on n'a pas eu des amendes colossales comme on aurait dû sur les labos qui avaient tout planté, qui avaient tout triché.
Voilà, on a gentiment, ouais, l'OMS n'a pas été condamné, on est continué d'adhérer, alors que globalement, c'est écrit dans le rapport qu'ils ont triché depuis long, qu'ils ont fait n'importe quoi, et qu'ils ont reçu des fonds de l'extérieur. Bon, le rapport, il est assez virulent, il dit des choses, mais au final, il n'y a pas eu de sanctions. Bon, le plus probable au sortir de cette crise, malgré les morts qu'il y a eu, le fait qu'ils sont avérés, qu'ils sont même documentés, c'est que les responsables ne soient pas condamnés. Mais si au moins on pouvait arrêter ce bazar, ce serait déjà une victoire. Ouais, on peut dire qu'en termes de scandale, on a atteint l'apothéose là. Le Covid, c'est le feu d'artifice là. Dire, Oui, tous les oui. gouvernements devraient se dissoudre, il devrait y avoir des assemblées populaires pour remettre tout en place. C'est ça la crainte qu'ils ont aussi derrière. Hein. Des gens qui vont en prison, je veux dire, c'est une organisation criminelle en fin de compte, hein, à laquelle on arrive avec et qui veut surtout pas voir la vérité en face, mais même pendant qu'ils sont en train de prendre des mesures. Hein. Comme tu dis, les Italiens les préviennent qu'il faut surtout pas intuber, ils le font quand même. Donc y a une... Pas tous, hein. Seulement les hôpitaux, et c'est rigolo, enfin c'est rigolo. Les gens qui sont le plus morts, géographiquement, ce sont ceux qui sont plus proches du pouvoir. Voilà. C'est les capitales. Autour des capitales, là où il y a les bonhommes en costard, blouse blanche, bonhommes en costard qui serrent la main des bonhommes en blouse blanche et qui sont les mêmes. Hein. À l'Assemblée française, il y a un record de médecins qui ne sont pas n'importe lesquels pour la plupart. Et donc, les endroits où les gens sont le plus morts, c'est l'endroit où vous avez les plus de grands spécialistes qui sont là pour mettre en place des trucs et faire leur fameuse théorie et puis qui passent sur les plateaux télé. C'est l'endroit où il y a le plus de morts. C'est chez ces gens-là. C'est incroyable. Ça va en dire beaucoup. Merci encore de nouveau pour ces infos qui sont quand même dures à entendre aussi. Hein. Il faut parfois, on en rigole un peu parfois, mais je rappelle chaque fois que c'est des cas individuels, des souffrances, des gens qui J'ai des n'auraient pas dû. témoignages terribles, des personnes qui en effet me disent mon père, ma mère s'est fait soit a reçu du palliatif, on n'avait rien demandé, il est mort après, alors que franchement ça allait. D'autres personnes qui me disent notre mère qui était âgé, a été envoyé à l'hôpital alors que voilà, on trouvait que ça allait, il était juste malade un peu comme d'habitude et il en est pas ressorti alors qu'on comprend pas pourquoi. Et blackout total, pas le droit de faire d'autopsie. On nous prévient de rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y en a un paquet de témoignages comme ça, et c'est des douleurs atroces, en effet. Chaque cas individuel mériterait d'avoir une plainte en justice et puis des réponses, vu ce qui s'est passé. C'est pas dit qu'en effet, on y arrive. Alors quand on voit... Moi, je rigole, c'est presque de l'humour noir, c'est de l'absurdité totale de la situation. On est à un point où il y a tellement rien de cohérent que voilà, on est dans une espèce de dystopie où on est dans une folie furieuse générale avec des spécialistes qui font de la pataphysique à la télé, quoi. Mais c'est d'une telle folie que je ne sais pas quoi faire d'autre qu'essayer d'en rire un peu, quoi. Mais en effet, il ne faut pas masquer tous les drames qu'il y a derrière. Merci en tout cas Pierre, on en profite pour remercier tous les participants de notre crowdfunding. Et comme des mauvaises langues disent, non, on n'est pas là pour se faire de l'argent, mais pour faire vivre un média libre, il y en a besoin aussi. Si on voulait faire de l'argent, on deviendrait manager d'hôpital dans une grande ville. On remercie aussi tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent aussi suivre ces vidéos sur la chaîne de Pierre Décoder l'écho sur YouTube, qui gagne de plus en plus d'abonnés, hein, je pense, Pierre. Oui, après ça augmente doucement. Hein. On ne peut pas dire que les grands médias mettent à la bonne et ni les ni les GAFAM. Du coup, bon, c'est clair que du bouche-oreille. Ouais, il bloque. Et aussi tous les lecteurs du journal hein, qui vient de sortir, Kéros, les bénévoles, etc. etc. Voilà, on fera encore, je pense, une vidéo, c'est ça Pierre, avant une petite pause estivale, une ou deux, je sais plus. Et puis... à ta disposition. On se reverra... Non, mais c'est en fonction de toi aussi. Je crois qu'on en fera une après, vers le août, une ou deux, voilà. Et on terminera et tu auras à ce moment-là quasiment bouclé déjà avant ton bouquin. Et on ne manquera pas d'en faire une promo d'enfer parce que ça mérite vraiment d'être lu par le plus possible de gens et réveiller ceux qui sont encore capables, qui peuvent encore se réveiller.
avant l'automne qui risque d'être spectaculaire. On verra, oui. C'est sûr que l'arrivée des nouveaux rhumes de cet hiver, est-ce qu'ils vont encore faire le coup? Ils vont certainement essayer, mais après, est-ce que les gens sont prêts et y adhérer? Ça, c'est autre chose. On voit quand même bien que voilà, il reste un noyau dur de personnes qui sont complètement perdues, hein, des personnes qui ont fait 3 doses, qui se font tester tous les jours, qui ont déjà eu, qui ont déjà eu 3. Alors même si ce que je pense des tests, moi, mais du coup, qui ont déjà été positifs 3 fois et qui ont été malades à chaque fois, et du coup, qui continuent à en vouloir une 4e. Et je pense que les gens sont, il y a un certain nombre de gens qui sont complètement perdus à ce niveau-là. Voilà, ils croient, ça veut dire qu'ils croient même pas à leur protection parce qu'ils se font tester à chaque fois, mais il faut quand même leur nouvelle piqûre à chaque fois aussi. Enfin, voilà, je pense que là, on a des gens qui sont complètement embrouillés par le système et qu'on n'arrive pas à récupérer comme ça, à porte des masques tout le temps. Enfin bref, celle-là, il faut aller les chercher. On voit quand même bien qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui se sont fait avoir, à mon sens, au début, qui ont fait leurs 2 premières piqûres et qui ont dit non, 3e, c'est terminé, j'arrête les bêtises. Et puis voilà, en plus, avec le fameux test Omicron qui dit que tout le monde est positif, elles ont bien vu qu'elles étaient positives comme les autres, et puis elles ont eu leur rhume cet hiver comme tout le monde, enfin, que ça n'a rien changé. Et du coup, il y a quand même un certain nombre de personnes aussi qui n'étaient pas forcément de mauvaise volonté, qui ont fait confiance. Voilà, on peut faire confiance, et là, qui ont fait confiance au gouvernement, aux autorités de santé, et qui se sont rendues compte qu'elles ont été trahies. Et donc, celles-là, je pense que ce sera d'autant plus difficile de les faire revenir. Et donc, celles qui n'ont jamais cru, plus celles qui savent qu'elles ont été trahies et que leur confiance a été trahie, ça commence à faire un paquet de monde. Eh ben, c'est bien, c'est sur cette note optimiste qu'on terminera ce 6e épisode. Mille merci Pierre. Merci Alexandre, merci et à tous. on se retrouve pour le 7e très vite.